Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que vous êtes très nombreux encore ce soir pour cette deuxième série de rencontres co-organisées par la CLF et Fontaine aux Livres, que j'ai le plaisir d'animer pour la deuxième année. Alors 2021, c'était préparateur de copies et romancier-romancière, préparateur-préparatrice de copies et romancier-romancière. 2022, la CLF a intitulé ça Convergence, et c'est les enjeux de la correction en non-fiction. Et se rajoute à nos rencontres, en plus de la chercheuse, du chercheur, de l'auteur, de l'autrice et du correcteur ou du préparateur de copie, l'éditeur qui a travaillé sur le texte, donc histoire de voir un peu toutes les étapes que subit un texte avant d'être dans nos mains dans une très belle édition. Ce soir, la rencontre est autour de ce magnifique livre. Alors, fait ça, En transit, sous-titré Les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914, aux éditions Anamosa. Un livre écrit par Céline Renard, édité par Chloé Paté et comment on dit, dont la copie a été préparée par Fabrice Aymon. Je vais d'abord peut-être laisser la parole à Armelle Doménac et à Gaël Boé, qui vont dire deux mots sur la CLF, et Gaël sur Fontaine aux Livres. Armelle, vous êtes là, hein, vous pouvez peut-être remettre votre caméra. Ah. Alors. Bon, je te propose, Sophie, de commencer le temps qu'Armelle mette sa caméra. Donc voilà, donc Armelle Doménac qui parlera de la CLF, et donc moi je vais vous parler de Fontaine aux Livres, qui est aussi un des organisateurs de ces rencontres. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fontaine aux Livres, c'est une association qui est située dans le 11e arrondissement à Paris, qui a pour objectif de valoriser et de permettre le développement de tous les professionnels du livre et de l'écrit sur le territoire français, donc de façon assez large. L'idée, c'est de mettre en commun et de mettre en relation tous les types de professionnels, de façon à ce que chacun puisse échanger ensemble, mais aussi d'éviter que chacun réinvente la poudre, de pouvoir partager, échanger, mutualiser, co-construire. Et en tout cas, on est souvent dans des métiers qui sont des métiers assez isolés, où on travaille souvent seul. Et là, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un lieu commun, avoir des collègues, des gens avec qui on peut échanger aussi au quotidien sur ses difficultés, sur ses joies aussi. Donc, on accueille tous les types de métiers avec 3 programmes d'action. L'un qui est donc le réseau, la mise en relation. Aujourd'hui, il y a 110 structures qui sont adhérentes au réseau de Fontaine aux Livres et qui interagissent. Pour eux, ils ont une programmation dédiée, donc fait partie de cette rencontre. Une pépinière d'entreprise avec 350 mètres carrés de locaux spécialement dédiés au métier du livre, donc à Paris, et une activité de formation professionnelle, d'accompagnement, donc de formation qui sont agréées Calliope, qui vous permettent du coup d'utiliser vos fonds de formation pour des formations spécifiques sur les métiers du livre. Donc nous, on a été très contents de s'associer à la CLF pour l'organisation de ces rencontres Convergence, parce qu'on fait le constat que la correction est souvent un métier très invisibilisé dans la filière du livre. On parle de l'auteur, on parle du traducteur, un peu plus déjà, ça commence. On parle évidemment de l'éditeur, mais c'est vrai que le correcteur, finalement, et ça, je pense qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui, est la personne qui est peut-être la plus proche du texte avec l'éditeur, qui est en relation étroite avec le texte, et qui fait beaucoup en fait de la qualité d'un texte in fine, et qui finalement est la personne dont on parle le moins, qui n'apparaît pas du tout dans l'ours, si tant est qu'il y en ait parfois un dans un livre. Alors là, on est face à des maisons d'édition qui ont conscience de ces comportements-là, et qui pourtant vraiment mériterait de faire toute la lumière. Donc en fait, on est content aussi de s'associer à la CLF pour vraiment permettre de travailler, de réfléchir sur la fonction du correcteur et de faire en sorte qu'elle ait droit au chapitre.
Gaëlle, je ne vois plus Armel dans la liste des participants. Aïe, aïe, aïe. Attention à ceux qui habitent sur rue de bien couper leur micro. Non, elle n'est plus là, je ne la vois plus non plus. Alors je vais dire, si vous voulez, un petit mot très rapide. Ah ben, elle arrive. Voilà, je vous la ramène. Allez, joie de la visio. Voilà, c'est ça. Alors, si quelqu'un a son micro ouvert, qu'il n'hésite pas à le... Voilà, parce qu'il y a un petit bruit de fond. Armel est dans la salle. Hein. Armel, je vous présentais la CLF, si vous arrivez à réactiver mes micros et caméras. Au moins le micro. Au moins le micro, oui. Bon. Vous m'entendez pas? Si. Voilà. Pour la caméra, je ne sais pas. C'est pas grave. Non. Il y a marqué que le navigateur ne la prenait pas en charge. Je n'ai pas téléchargé l'application. Alors voilà, bon, je vous présente vite la CLF. Je suis au conseil d'administration. Il y a un petit conseil d'administration de 5 personnes. Étienne Diemer est le principal artisan de cette réunion et il n'est pas là au moins pour le démarrage. Alors, je suis priée de présenter la CLF qui est une toute jeune association créée en 2018 et qui compte à peu près 150 correcteurs, la moitié qui ont moins de 3 ans d'exercice et l'autre moitié qui a plus de 3 ans d'exercice. C'est une association qui a la particularité de regrouper que des correcteurs en exercice. Voilà, le nombre est en progression constante. En 4 ans, la CLF s'est dotée d'outils numériques, un site, un forum, un annuaire tout récent pour mettre les adhérents en relation avec les donneurs d'ouvrages. Elle a conduit une enquête sur la profession parce je crois qu'il n'y en avait jamais qui avait été faite. Il faut savoir que la profession correcteur n'a pas de code APE, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. Et la dernière enquête en cours concerne les tarifs que prennent les tarifs des correcteurs. Et elle fait en sorte de favoriser les rencontres régionales entre les adhérents. Voilà, un de ces gros chantiers, c'est donc la formation et qui est abordé actuellement sous 2 angles, des webinaires techniques sur le métier et ce fameux cycle convergence. Et ça, on en est au cycle numéro 2, chaque cycle a 3 séances. Et ce soir, donc, c'est le 2e cycle sur la non-fiction. Et il s'agit pendant ces rencontres convergence d'envisager la formation sous l'angle du travail des pairs en proposant aux adhérents de les emmener dans les coulisses du métier. Alors, il faut savoir que la coulisse, c'est aussi la partie du trombone, d'un instrument de musique en forme de U, qui en coulissant permet de changer la hauteur des sons. Alors ce soir, on va voir comment le trio autrice, préparateur de copie et éditrice ont fait fonctionner la coulisse en transit. Et il ne nous reste qu'à remercier Céline Regnard, Fabrice Aymon et Chloé Paté d'avoir accepté de nous emmener dans ces coulisses du métier. Et Sophie Quetteville d'orchestrer le tout avec sa conscience professionnelle qu'on lui connaît maintenant et Fontaine Olive pour son accompagnement. Voilà. Merci beaucoup, Armel. Alors, on va expliquer le mode de fonctionnement de cette 1h30. Enfin, je crois qu'il ne reste plus qu'1h15 d'ailleurs. On va discuter tous les 3, Céline, Chloé, Fabrice et moi, enfin surtout 3. Hein, moi, je vais les présenter, puis après, je vais leur lancer des pistes de discussion et me taire le plus possible. Et on va faire ça jusqu'à 19h, 19h10, dernier carat, histoire de vous laisser, à vous, au cher public, le temps de poser des questions. Alors, pour les questions, idéalement, vous utilisez le chat. Donc, pareil, hein, dans la barre d'outils, là au milieu, en bas, il y a une petite bulle. Et puis, moi, j'irai chercher dans le chat vos questions. Après, si j'arrive à avoir 2 cerveaux en même temps, c'est-à-dire à orchestrer la rencontre et regarder ce qui se passe dans le chat, si je vois qu'une question, il faut vraiment que je la pose tout de suite au cours de l'entretien et pas attendre la fin, j'essaierai de le faire, mais
c'est aussi en partie improvisé. Et à partir du moment où on improvise, il faut absolument écouter ce que répondent nos invités. Et donc, j'ai beau être multitâche, parfois, j'y arrive pas. Mais je vais faire au mieux. On l'a dit, Armelle l'a dit, je l'ai dit, donc ce livre en transit écrit par Céline Rognard, qui est donc un essai historique sur les Syriens, qu'on appellerait aujourd'hui les Libanais, mais pour ne pas faire de néologisme, puisqu'on est à la fin du 19e et au début du 20e, à ce moment-là, on les appelle les Syriens, qui ont migré en grand nombre de Beyrouth à New York, pas qu'à New York, Céline l'écrit très bien, certains sont partis en Afrique, d'autres en Amérique latine, donc de 1880 à 1914. C'est une histoire de migration, une histoire de circulation, parce que ça circule dans les deux sens, enfin dans tous les sens même j'ai envie de dire, qui est écrite à hauteur d'hommes et de femmes. Vraiment, Céline est allée chercher des archives, des témoignages. C'est vraiment un des grands intérêts de ce texte. Céline est historienne, donc Céline Renard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université. Céline, vous êtes chercheuse au sein du laboratoire TELEM. TELEM, c'est Temps, Espace, Langage, Europe méridionale, Méditerranée. En gros, les chercheurs qui y travaillent, qui ne sont pas tous historiens, hein. Il y a historiens, géographes et plein d'autres sciences humaines, plein d'autres chercheurs en sciences humaines, travaillent sur les relations Moyen-Orient, Maghreb, Europe, de l'individu au territoire et sur les liens qui forment le vivre ensemble. Ce livre, Céline, c'est votre mémoire d'HDR. L'HDR, c'est l'habilitation à diriger des recherches. Mais, et puis vous nous en parlerez juste après, quand j'aurai fini mon long tunnel d'introduction, vous l'avez rédigé en sachant qu'il serait publié aux éditions Anamosa. Vous nous raconterez ce que ça change dans la rédaction, de savoir que derrière, il y aura livre. Le lien est donc tout trouvé pour présenter notre deuxième invitée, Chloé Paté. Chloé, vous êtes cofondatrice de la maison Anamosa, qui est une maison d'édition créée en, tiens, j'ai oublié de noter la date, 2016. En 2016, maison d'édition de sciences humaines et de non-fiction. Chloé a donc été la première lectrice du texte au sein de la maison, la première à travailler le texte. Là aussi, on va voir ça juste après, ce que ça englobe, le travail de l'éditrice sur le texte. Et puis Chloé, c'est aussi vous qui avez choisi le préparateur de copie et confié donc ce travail à Fabrice Aymon, avec qui vous travaillez très régulièrement, puisque Fabrice est le préparateur de copie de la majorité de vos publications au sein d'Anamosa. Et vous m'avez énormément parlé, enfin, quand on a préparé, vous m'avez beaucoup cité le mot confiance. Et on y reviendra de cette confiance, ce lien entre l'éditeur et le préparateur de copie. Et donc, notre troisième et pas des moindres invité, Fabrice Aymon. Fabrice, vous êtes préparateur de copie ou correcteur selon les missions. Vous travaillez à la fois en fiction et en non-fiction. Vous avez collaboré avec les éditions Autrement. Vous avez d'ailleurs commencé à travailler avec Chloé. C'est une collaboration de longue durée. On réalisait tout à l'heure que ça faisait 15 ou 16 ans que vous travailliez ensemble, mais que c'était la première fois que vous vous voyiez. Vous avez travaillé pour Stock, pour l'Observatoire, vous travaillez pour les Arènes, l'Iconoclaste, Normandie Livre et Lecture. Je l'ai dit, fiction, non-fiction, mais c'est-à-dire littérature, essai, mais aussi bande dessinée. Et vous faites également de la révision de traduction, ce qui est de la préparation de copie, mais encore d'une autre manière. Ça y est, c'était mon long tunnel de parole. Il est terminé. Ça y est, je vais vous poser des questions et vous laisser parler. Je voudrais juste rajouter une dernière chose. Primo, ce livre est absolument fascinant. C'est plus de 400 pages, donc c'est un travail énorme
à la fois du côté de la chercheuse, de l'historienne. Alors, je pense que quelqu'un a dû laisser son micro ouvert. Il faudrait couper pour que... Voilà, merci beaucoup Clémence. Énorme travail, donc évidemment de la part de la créatrice du texte, de l'historienne, énorme travail de recherche. Magnifique objet, comme c'est si bien le réalisé Chloé chez Anna Mosa. Et puis évidemment, un monstrueux travail pour le préparateur de copie, j'emploie le mot monstrueux à bon escient. Moi, je lisais le texte en ayant évidemment l'idée de la rencontre et donc du travail du préparateur de copie derrière, et je me disais, c'est vertigineux. Donc voilà, bravo à tous les trois, un grand merci pour cette lecture qui est vraiment, enfin, lisez-le, là, c'est pas parce que j'anime la rencontre, moi, je sais qu'Étienne a aussi été fasciné par ce texte. Et puis aussi, merci du temps accordé pour la préparation, parce qu'on s'est eu longuement, je vous ai eu un par un assez longuement au téléphone. Et alors, notamment, un merci immense à Fabrice. Alors, Fabrice m'avait promis de m'envoyer quelques exemples précis de son travail sur le texte, et il m'a envoyé 9 pages. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu de matière pour ce soir, on va dire ça comme ça. Donc, où Étienne est allé rechercher, il m'a envoyé à la fois ses corrections, mais il est allé rechercher finalement le résultat dans le livre pour voir ce qui avait été choisi par l'autrice et l'éditrice. Vraiment, Fabrice, grand merci. Pensez bien à couper vos caméras, hein, pour ceux qui ne sont arrivés plus tard. Voilà. Céline Regnard, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça change d'écrire quand on est historienne, quand on doit rendre un travail universitaire? On sait, enfin, à peu près tous les universitaires que je connais qui sont arrivés au moment de l'habilitation à diriger la recherche, c'était un peu comment dire, on a l'impression qu'on en a fini avec les examens et puis d'un coup, il faut refaire un mémoire, un truc qui peut sembler un peu scolaire, même si c'est plus libre, le mémoire d'HDR. Mais qu'est-ce que ça change dans l'écriture de savoir qu'il y aura publication, qu'il y aura livre derrière, donc pour un public plus vaste, pour un public qui n'est pas le public spécialiste, qui est le jury de l'habilitation? Merci beaucoup d'abord de l'invitation, de tous les compliments. Ça me touche beaucoup et je suis très contente de rencontrer Fabrice. Je connais Chloé, mais je suis très contente de rencontrer Fabrice. On a énormément échangé par mail, mais c'est toujours bien de se rencontrer en vrai. Voilà. Pour répondre à votre question, en fait, ça change tout. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, c'est un peu un exercice obligé, académique, le mémoire inédit d'habilitation. On est un certain nombre à envisager ça, avec une envie mitigée, on va dire, au bout de souvent 15 ans, 20 ans de recherche. Et en fait, moi, la manière, mais je ne suis pas la seule, hein, on est un certain nombre à le penser comme ça, la manière que j'ai eue de contourner comment dire, cet obstacle, c'est-à-dire ce manque d'envie vis-à-vis de l'obligation de faire ce qui finalement est une sorte de deuxième thèse, c'est de l'envisager comme un livre, hein, tout simplement. De se dire, non, non, je n'écris pas pour passer devant un jury, j'écris pour écrire un livre. Voilà. Donc à partir de là, ça change la motivation, ça change la manière d'écrire, ça change énormément de choses. Enfin, on en rediscutera, mais ça change la taille de l'appareil critique, donc des notes de bas de page, le style de l'écriture, la longueur des chapitres. Enfin, ça change complètement la physionomie de la chose, puisque en l'occurrence, on n'écrit pas une deuxième thèse. Moi, j'ai écrit directement en pensant à un public et une éditrice, comme vous venez de le dire, et une maison d'édition. Je crois que vous vous étiez rencontrés à Blois, au Festival d'Histoire bien connu de Blois. Chloé, quand on s'est eu au téléphone, vous me disiez qu'en plus, c'est pas la première fois, hein, que vous publiez
les travaux d'HDR d'un ou d'une chercheuse. Vous disiez qu'en plus, bon, donc le fait que ce soit motivant pour eux d'avoir un livre derrière, mais le fait qu'il y ait un planning éditorial les oblige aussi un peu à avancer, que c'était peut-être pas le cas pour Céline, mais que ça avait déjà été le cas. Oui, alors à mon tour de remercier tout le monde et de dire le plaisir que j'ai de voir Fabrice. Peut-être qu'on reviendra aussi sur notre histoire partagée avec Fabrice. Et puis, alors, le travail de Céline, moi aussi, je le connaissais avant, enfin, depuis un moment. Enfin, et effectivement, je sais pour d'autres. La particularité de l'HDR aussi, du côté des chercheurs, c'est que c'est effectivement une étape supplémentaire, comme s'ils ou elles avaient encore quelque chose à prouver, mais aussi pour l'édite, c'est aussi une étape, ce sont des écritures en général plus matures. Donc c'est là aussi où pour l'éditeur ou l'éditrice, c'est plus intéressant parce que on sait que le chercheur ou la chercheuse sait exercer à différents types d'écriture en général et donc a mûri aussi une écriture personnelle. C'est pas la même chose que de reprendre une thèse, je dirais aussi, enfin côté édition. Et en effet, alors Céline, là c'est plutôt moi, avec les décalages successifs post-Covid et d'autres petits réagencements de programmes qui est décalé un tout petit peu, mais on n'est pas trop loin de la soutenance. Mais il y a par exemple l'exemple de Manon Pignot, L'appel de la guerre, qui est aussi issu d'une HDR, où, alors, l'HDR, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette étape qui permet aussi d'avoir le statut de professeur et de candidater à minima à des postes de prof pour passer de maître de conf à professeur. On sait qu'il y a peu de postes. Donc, en fait, il faut avancer, et je sais que Manon, ça l'aidait beaucoup, à la limite que moi, je lui donne des dates pour qu'on vise le livre, qui n'étaient pas forcément aussi urgentes que du côté de son garant et de l'université. Et je crois que effectivement, en pensant à un ensemble, et c'est vrai que Céline, le catalogue de la maison commençait à se dessiner. En sachant où on s'inscrit, c'est aussi ce qu'on dit toujours. Enfin, moi, ce que je dis aux auteurs, c'est il faut toujours penser aussi aux maisons d'édition, avec qui on a envie d'être, qu'est-ce qui se dessine comme paysage. Enfin, c'est pas pour rien qu'on parle de maison d'édition. Enfin, c'est qu'un catalogue, c'est une maison, il faut avoir envie de voisiner les uns avec les autres. Et je pense effectivement que ça, au fur et à mesure de l'avancement de la maison, ça guide. Parfois, tout ne rentre pas, mais les gens vers une certaine approche de l'écriture en histoire et en sciences humaines. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, Chloé, première lectrice professionnelle, je ne sais pas s'il y a eu des lecteurs avant du côté de Céline dans son entourage, mais en tout cas première lectrice d'un point de vue de la publication. Est-ce que, avant qu'on donne la parole à Fabrice qui va nous expliquer tout l'énorme travail qu'il a fait dessus, mais justement, il y a déjà un aller-retour entre l'éditrice, entre vous, Chloé, et vous, Céline. Il y a déjà des allers-retours même sur le manuscrit. Et en quoi il a consisté sur ce texte-là? Comment vous travaillez, Chloé? Alors, moi, sur ces textes-là, et c'est sachant aussi que je pense à Fabrice derrière, et sachant aussi, ça vous le savez toutes et tous, en fait, qu'on ne peut pas avoir le même, enfin, avoir l'œil à traquer la petite faute ou
et être sur le fond. Enfin, en fait, donc moi, mes premiers allers-retours, enfin, mon travail, c'est plutôt d'être sur le fond. Alors, en l'occurrence, le fond sur le travail de Céline, comme déjà on en avait discuté, j'avais lu des choses, j'avais lu l'HDR, qu'elle l'écrivait. Il n'y avait pas d'énormes changements ni de structure, parce que ça peut arriver, ni d'écriture. L'endroit où j'ai fait le plus de propositions d'adaptation, en fait, c'est dans l'introduction et dans la conclusion. Introduction pour le coup, réduire la partie plus méthodologique et de présentation des sources, qui est un passage obligé de l'HDR pour le coup. Ça a été des suggestions de coupe, pour le coup, dans l'intro. Sur la conclusion, c'était, on a tous en tête aussi l'actualité du sujet sur lequel travaille Céline quand on se projette 100 ans plus 100 ans plus tard, pardon, oui, ça suffit. Et puis après, ça a été, moi par ailleurs, au fil de d'autres lectures que j'ai pu faire, des suggestions ici et là sur le texte, des suggestions de références que j'avais pu, qui faisaient écho chez moi, qui étaient peut-être qui n'était peut-être pas paru quand Céline a bouclé son texte. Alors évidemment, j'avais fait l'index et mon travail, c'est en amont aussi, parce que ça se pense aussi à ce moment-là, c'était réfléchir à l'icono. L'index, et évidemment, si je vois des fautes, je les corrige, mais je peux pas être là, je peux pas être dans une vérification aussi pointue. Sinon, j'ai l'impression de perdre de vue l'architecture des textes. En fait, vous m'aviez raconté que vous aviez même commencé à remettre en forme, selon la norme Anamosa, on va dire, la présentation des références bibliographiques ou des archives dans les notes de bas de page, et que finalement vous êtes... Oui. Demande aux préparateurs de copie d'être capable de faire tout ça en parallèle, mais là, pour l'édito et pour avancer, pour pouvoir donner le texte le plus rapidement possible à Fabrice, il y a ces allers-retours à faire avant, et oui. peut-être votre œil était votre œil et votre cerveau étaient trop perturbés. Et c'était pas tant qu'il y avait de gros soucis sur ces références bibliographiques dans les notes, que en fait, il y avait encore des normes qui sont plutôt universitaires, le nom de l'auteur en premier, en bas en petite cape, et le prénom. Et c'est vrai que pour les livres de la maison, en pensant là encore à des lecteurs plus généralistes, moi je trouve ça plus joli d'avoir le prénom et le nom. Donc, par exemple, cette petite opération, au bout d'un moment, je me disais, j'avance, je prends trop de temps, donc j'ai fait un tiers. Sur les notes, j'avais fait tout le texte évidemment, et puis j'ai dit à Fabrice, je lui ai demandé de poursuivre sur les notes. Céline, je crois que vous êtes quand même habituée à l'édition universitaire. Enfin, vous savez comment ça fonctionne un peu, l'édition de l'intérieur. Mais vous attendiez à tous ces allers-retours, que ce soit d'abord avec Chloé, et puis on va parler de ce qui s'est passé aussi avec Fabrice ensuite. Vous
vous attendiez? Est-ce qu'on vous demande des coupes, ce rajout de texte pour que ça résonne, pour que ça fasse écho avec l'actualité? Ou pour vous, le texte, si vous disiez il est super bien comme ça va passer tout seul? Non, ça, je crois qu'il n'y a aucun universitaire qui vous dira, ou alors je ne les connais pas, mon texte est super bien comme ça va passer tout seul. Avant de vous répondre, juste toute petite commentaire par rapport à ce que Chloé a dit. En fait, bon, ce livre a une histoire un petit peu particulière, c'est-à-dire que je connais Chloé depuis longtemps, effectivement, on se connaît depuis longtemps. On a parlé de ce projet à Blois, effectivement, en 2019. Je lui ai dit, écoute, je commence à écrire mon mémoire et j'aimerais vraiment qu'il soit publié chez toi. On a discuté du sujet. Et elle m'a tout de suite dit, OK, super projet, il faudra qu'il y ait un lien au moins dans la conclusion avec l'actualité. Donc là déjà, je réponds à une question. C'était déjà le cas dans la conclusion du mémoire, même si c'était quand même moins appuyé, on va dire. Parce que, je complète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais consciente d'écrire un livre, mais je ne suis pas totalement inconsciente non plus. Donc, comme l'a dit Chloé, il y a des passages obligés dans une habilitation et j'étais quand même un peu obligée de faire certaines choses, même si j'ai soutenu un mémoire de 230 pages, ce qui n'est pas très gros, avec des notes de bas de page réduites et avec une approche volontairement assez peu conceptuelle, un référencement qui n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que quand j'aborde une notion, je ne vais pas raconter tous les 25 ans de recherche qu'il y a derrière, etc. etc. Voilà. Du coup, pour répondre à la question, c'est vrai que moi, j'ai dirigé des livres, j'en ai déjà publié. Par ailleurs, je m'occupe du secteur édition à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, donc c'est vraiment des choses que je connais bien, qui m'intéressent, qui me passionnent aussi. Et évidemment, je m'y attendais. Je sais même ce qu'est une préparation de copie. Je pense que c'est quand même pas fréquent. Je connais le métier, je sais en quoi il consiste, je sais que c'est très très long. Et puis comme tout universitaire, en fait, j'ai vécu exactement ce qu'a dit Chloé, c'est-à-dire que quand on lit un texte, on ne peut pas se concentrer à la fois sur la forme et le fond. Donc en fait, souvent, il faut faire 2 lectures, 3 lectures, 5 lectures, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on voit même plus ses propres fautes. Donc je m'attendais aux demandes de coupe, bien sûr. J'ai été, comment dire, le travail sur l'iconographie a vraiment été super parce que il y avait déjà de l'iconographie dans le mémoire, mais avec Chloé, on a fait tout un travail toutes les deux de recherche pour compléter sur l'iconographie. Voilà, et puis Chloé, elle était à la soutenance, donc elle a entendu les remarques qui m'ont été faites sur le texte. En particulier, je ne sais pas si c'est une question qu'on abordera, mais le fait que je parlais pas beaucoup, comment dire, je n'avais pas une approche genrée du transit, et en fait, je l'ai renforcé de moi-même du coup dans le passage du mémoire au manuscrit. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Sophie. Ce qui est drôle, c'est que vous m'avez dit quand on s'est eu longuement que vous pensiez quand même avoir rendu un texte propre, ce qui est le cas. Hein. Chloé m'a dit que le texte était propre. Chloé m'a dit qu'elle envoyait un texte propre à Fabrice. Ouais, c'est ça, finalement, quand vous voyez revenir la version de Fabrice avec les corrections, les commentaires, vous vous dites « Ah ouais, le travail collectif, quand même, c'est nécessaire. » Non, mais c'est en ce sens où je vous dis qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous prétendre que le texte est publiable comme ça, en tout cas pas quelqu'un qui a l'expérience de ça. En plus, j'ai eu des relecteurs, bien sûr, avant même la soutenance, j'en ai eu plusieurs. J'ai moi-même relu le texte, je me relis énormément, donc je l'ai beaucoup, beaucoup relu. Et je sais très bien qu'il restera toujours des choses. Donc c'est un filet de sécurité final, ça fait voilà, et c'est ça qui manque souvent d'ailleurs dans l'édition universitaire. C'est pas que je suis contre l'édition universitaire, mais comme il n'y a pas une telle qualité de préparation de copie, ben, il n'y a pas voilà, ce travail, pas que sur la mise aux normes des références bibliographiques dans le texte. Alors après, on va l'aborder avec Fabrice, mais il y a un énorme travail de correction de tout type, on va dire. C'est normal. Fabrice, quand on voit arriver ce texte, alors Céline a dit que dans le format universitaire, c'était 200 et quelques pages. Au final, ça fait un livre de 400 pages. Vous m'avez dit que c'était une bonne centaine d'heures de Oui, c'est ça. travail de votre part.
moi, j'ai trouvé que vous travailliez vite, tellement le morceau me semble costaud. Vous le recevez sous format Word. Oui, c'est ça. Donc, vous faites, on va entrer dans le technique, hein, parce qu'il y a peut-être des tout jeunes correcteurs ou correctrices, ou des correcteurs ou correctrices en devenir qui assistent à la rencontre. Donc, format Word, où vous faites apparaître toutes les marques de correction pour que Chloé et Céline puissent valider ou pas derrière. Des commentaires sur le côté pour expliquer pourquoi vous proposez telle ou telle reformulation, pourquoi vous corrigez telle ou telle chose, parce que vous êtes allé retrouver les sources, vous êtes allé vérifier. Donc, c'est des pages entières noircies par Fabrice qui arrivent. Alors, on l'a entendu, Chloé donne parfois des indications. Là, par exemple, il y avait les indications pour normaliser les notes de bas de page façon Anamosa, on va dire, et puis la bibliographie aussi. J'imagine que déjà, rien que ça, pour vous, c'est déjà énorme. Comment vous fonctionnez? Chloé disait qu'elle n'arrivait pas à faire les deux en même temps. Vous, j'imagine que vous ne faites pas 4 passages sur le texte, pas un passage pour les notes, pas machin. Enfin, vous lancez dans le texte et puis il y a plusieurs niveaux de... Enfin, vous avez plusieurs cerveaux, Fabrice. Non, je lis de manière un petit peu cyclique. J'ai plutôt tendance à lire les phrases plusieurs fois plutôt que de relire le texte X fois. En fait, comme je me considère comme le premier nouveau lecteur, on va dire, je lis le texte du début à la fin, sans faire un premier... Parce que parfois, il y a des correcteurs qui font un passage avec un logiciel de correction avant d'entamer le texte pour faire un premier nettoyage. Mais moi, je préfère pas parce que des fois, je verrai une chose à la fin du texte ou au début et je me dirais, ça, je l'ai déjà lu, alors qu'en fait, non, c'est à la fin du texte. Donc, pour avoir bien le sens de l'évolution du texte, je préfère partir du début et aller jusqu'à la fin. Quant aux notes, je les lis en même temps qu'elles arrivent dans le texte. Je fais la mise aux normes si besoin. Je vérifie, par contre, quand il y a une référence, je vérifie toutes ces occurrences. Quand je la vois, je vais faire toutes les occurrences en une fois parce que sinon c'est un peu compliqué. C'est à ce moment-là aussi, c'est que vous vérifiez, par exemple, si c'est une note sur une référence bibliographique, vous vérifiez qu'elle est bien apparente dans la biblio. Vous faites ça au même moment? Oui, c'est ça. Parce que j'ai une petite macro qui me permet en fait de naviguer dans le texte. J'ai 2 petites flèches qui me permettent d'aller au début ou à la fin du texte très rapidement. Comme ça, je vole tel Hermès dans le texte. J'ai aussi une petite macro pour rechercher, pour prendre le texte et le coller directement dans mon navigateur pour faire la recherche. Ça gagne un petit peu de temps. Et donc, oui, quand je vois la note de bas de page, je la mets aux normes si besoin, et puis je vais vérifier les informations note après note pour voir si le nom de l'auteur est bon, la date, le titre, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, et est-ce qu'on met le nom si c'est l'université de Tolède, est-ce qu'on met en français ou est-ce que... Oui, c'est surtout que là, en fait, c'était l'université de Tolède, mais en fait, c'était pas l'université de Tolède, c'était Toledo, parce que c'était la ville de Toledo aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait une petite subtilité. Et puis donc, je vous dis, je lis le texte comme un lecteur lambda le lirait. Et si je ne comprends pas ce que je lis, je le dis, parce que je considère que si je ne comprends pas, peut-être que quelqu'un d'autre ne comprendrait pas. Donc je demande, est-ce que je dis simplement de voir, je ne comprends pas. Quoi d'autre? Oui, parce que j'insiste aussi sur la cohérence aussi des noms propres, etc. Surtout que dans ce texte-là, les noms propres, c'était on va y quelque chose revenir. parce que les gens changent de nom en cours de route en plus. On va s'y attarder un peu sur les noms propres. Vous me disiez, j'imagine qu'une des premières choses qu'on regarde, c'est aussi le style de l'auteur. Et vous me disiez que de toute façon, déjà, de parti pris,
vous essayez toujours de respecter le style de l'auteur, et puis qu'en plus là, de toute façon, il n'y avait pas de problème, et que c'était plutôt des suggestions quand il y avait des ambiguïtés ou des remarques au niveau de la compréhension finalement qu'il Voilà. fallait faire. Voilà, pour moi, l'important, c'est la clarté, hein, puisque j'ai toujours le lecteur en tête. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que quelqu'un va comprendre? Donc même parfois, je demande un petit éclaircissement sur un mot. Par exemple, il y avait le mot tanzimat dans le texte qui n'était pas expliqué. Et il y a une coupure? Non? Non, enfin, moi, je vous entends. Donc, comme je ne connaissais pas le mot tanzimat, je me suis dit que peut-être d'autres personnes ne le connaîtraient pas. Donc, j'ai suggéré peut-être d'introduire soit une note, soit une petite incise. Et en effet, Céline a ajouté une petite explication rapide de ce qu'était tanzimat, une réforme politique. Voilà. C'est précieux, ça, Céline, quand vous voyez revenir le texte avec ses commentaires en disant là, pour le public. Oui, évidemment, hein, parce que nos premiers relecteurs sont tous, a priori, des universitaires et très souvent des historiens. Donc forcément, Tanzimat, qui est une période de réforme au sein de l'Empire ottoman au XIXe siècle, tout historien contemporanéiste sait ce que c'est. Donc personne va me dire, attention, ça... Et c'est vrai que moi, j'ai fait un effort, je me suis dit que c'était lisible accessible, mais il y a des choses que je ne vois pas. Voilà, on a eu le cas aussi sur le terme remise, où Chloé m'a dit, il faut que tu précises ce que c'est qu'une remise. Donc, c'est l'envoi d'argent par les migrants dans leur pays d'origine, qui est un terme tout à fait habituel quand on travaille sur ces phénomènes-là. Mais effectivement, voilà. Et puis après, des événements historiques auxquels... moi, je fais juste allusion parce que c'est pas du tout au fondement de ma démonstration, mais ça mérite quand même une petite mise en contexte. Donc, pour le coup, j'ai absolument pas besoin dans un mémoire d'HDR. Ça, je vais pas expliquer à des professeurs des universités qui ont 30 ans de carrière derrière eux ce que c'est que je sais pas moi, oui, comment se caractérise le règne de je ne sais pas quel sultan ottoman. Voilà. Donc, c'est ça la petite subtilité. Après, moi, je n'ai pas du tout été surprise ni par la quantité de corrections, ni par les suggestions, ni par les remarques. Il y en a qui m'ont mis plus ou moins en difficulté. Hein, quand Chloé me demande les prénoms des commissaires de police, il faut que j'aille rouvrir des archives parce que moi, évidemment, je ne les ai pas notés. Ou les noms des consuls de France que je n'ai pas notés, alors je suis obligée d'aller rechercher dans l'annuaire diplomatique, mais bon, je les ai tous retrouvés, hein, c'est pas... Voilà. Et puis, il y a des choses, quelques suggestions de style à couper une phrase ou réintroduire une petite question qui relance la démonstration, ça me paraît voilà, tout à fait normal. Non, moi, je suis pas surprise. Au contraire, ça me fait plaisir. Moi, je trouve que la dernière phase du travail, elle est plaisante, en fait. Pour moi, elle est plaisante parce que c'est le moment où je vois que le produit, le livre va être terminé quand même. Donc, c'est agréable. Fabrice, j'ajoute juste une dernière chose. Je suis contente de savoir qu'il y a des macros. Parce que moi, quand j'essaye de vérifier que j'ai cité le même livre partout, de la même façon que mon texte, évidemment, j'ai beaucoup plus de difficultés. Et je trouve ça... c'est des métiers qui demandent une rigueur, une patience, une concentration. Nous ça demande aussi des efforts et des qualités comme ça, mais alors vraiment, le travail sur le texte de quelqu'un d'autre, je trouve ça remarquable, hein, je trouve ça extraordinaire. Fabrine, il y a une question du public et je trouve que effectivement c'est le moment de la poser. On a dit le nombre de pages, on a dit le nombre d'heures, mais est-ce que vous vous souvenez le nombre de signes total que représentait le manuscrit, espace compris? Je ne me souvenais pas, mais je viens de le retrouver. 739 000. 700, Elsa, donc 739 000. La prochaine fois, c'est le million. Peut-être pas le nombre d'années de recherche parce que ça pourrait vous faire peur. Combien d'années, Céline? À peu près 5 ans. À peu près 5 ans.
Ouais, vous m'aviez dit qu'en 2015, vous aviez commencé, puis sur ce, vous êtes tombé sur le fonds NAF Ouais, à Washington. à C'est au peu près Smithsonian. 5 Hein, Mm. J'ai écrit vraiment le texte en 6-7 mois, mais derrière, il y a une recherche qui est longue. Alors, on a parlé de macro. C'est bien, j'arrive à faire les deux. Quelqu'un me demande c'est quoi, qu'est-ce qu'une macro, Fabrice? Alors, une macro, c'est un petit programme qui permet d'automatiser certaines tâches dans Word, parce que j'utilise Word. Ça peut aussi exister sous LibreOffice. Je crois que ce n'est pas le même langage. Donc, je ne sais pas. Mais moi, j'utilise Word, donc c'est en Visual Basic, les macros. Et donc, on peut soit faire juste un enregistrement, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton comme sur un magnétophone et puis ça enregistre ce que vous faites, toutes vos actions. Mais si on veut faire des choses un petit peu plus fines, eh ben, il faut mettre les mains dans le cambouis et connaître un petit peu la programmation pour lui dire ce qu'on veut exactement qu'il fasse. Voilà. Et par exemple, pour le nettoyage du texte au départ, là aussi, je me suis créé une petite macro qui vérifie l'emplacement des notes, les espaces superflus, tout un tas de choses comme ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de lire le texte, il le fait tout seul. Voilà. Et quelqu'un demande aussi si vous passez à un correcteur Antidote ou Prolexis. Alors, vous l'avez dit, vous ne le faites pas au début, par contre, vous le Je faites. le fais à la fin. Voilà, donc je passe comment il s'appelle, Robert Correcteur, donc c'est l'anciennement petit Prolexis, et après je passe Antidote. Voilà, comme ça j'ai une double, ce qui me permet de repasser rapidement le texte 2 fois après ma propre lecture. Je repasse rapidement le texte de cette façon, ce qui me permet de voir aussi les fautes que j'ai pu introduire moi-même, parce que quand je fais des propositions, des fois je fais des fautes d'orthographe aussi. Voilà. Non, pas des fautes d'orthographe, Fabrice, des fautes de frappe. Oui, voilà, pardon. Ça fait mieux. On parlait du style, avant qu'on aborde vraiment des points très précis, mais de vos corrections sur le style. Vous traquez évidemment les répétitions, vous demandez des précisions, et puis vous repérez des choses. Est-ce qu'on peut dire grammaticales, ou en tout cas qui concernent la langue française? Vous m'avez envoyé un exemple où on évite de faire suivre don d'une expression comportant un complément de nom. Et donc ça, vous l'expliquez, et comme ça justifie la proposition que Parce que vous j'ai faites. toujours peur que les auteurs prennent mal les corrections. Donc, des fois, quand je corrige quelque chose et qu'ils pourraient se dire, mais pourquoi ils corrigent ça? Donc, je préfère expliquer avant. Voilà. Et puis, un autre moment, vous dites qu'on va éviter une amphibologie. Alors, je vous remercie parce que moi, je suis allée regarder la définition du mot amphibologie. Donc, c'est une confusion de sens, hein, c'est ça? Oui, une ambiguïté. Il Voilà, pourrait y avoir une double interprétation d'une phrase. et où effectivement, c'est une histoire de commissaires de police qui luttent contre j'allais dire les rabatteurs, enfin, c'est pas le bon terme, les pisteurs, et qui essaient que les agences qui ont annulé des voyages remboursent l'argent aux migrants, et où effectivement, telle qu'était la phrase de Céline, on pouvait avoir l'impression que c'était les pisteurs qui prenaient l'argent des agences. Enfin, il y avait effectivement pouvait y avoir éventuellement ambiguïté. Et ça, effectivement, j'imagine qu'il y a un œil aguerri, Fabrice, pour tout de suite se dire, là peut y avoir. Fabrice, ça coupe chez moi ou ça coupe chez vous? Ça a coupé chez nous, enfin chez tout le monde, peut-être. Donc c'est chez moi que ça coupe, c'est ça, Chloé, on m'entendait pas? Voilà. Bon, ça a coupé où? J'ai compris. Enfin, Avant la question. En fait, c'est difficile qu'on raconte des histoires aussi complexes, qui sont déjà pas toujours très claires dans les archives. Déjà, moi, il me faut déjà bien démêler ce que je lis. C'est pas toujours simple. De les raconter clairement et d'être sûr que c'est compréhensible.
Et là, pour le coup, ça aide énormément d'avoir quelqu'un qui a un œil nouveau, qui les lit et qui dit, bah là, c'est pas clair en fait ce que tu racontes, je comprends pas ton histoire. Et comme mon but, c'est qu'on comprenne mon histoire, voilà, bah, je change la formulation. Ça aide. Moi, je trouve que ça aide énormément. Puis ça, on n'a pas parlé aussi, mais il m'a énormément aidé, Fabrice, dans les problèmes de traduction, parce que j'ai traduit tout l'anglais moi-même, et il y a des fois où j'ai pas fait forcément des bons choix, ou il y avait mieux comme formulation en français, parce que c'est tout simplement pas mon métier. Donc là, c'était bien aussi le fait qu'il aille voir le texte original, et du coup, il me disait, mais je comprends pas forcément la même chose que vous, ou alors j'utiliserai pas la même formulation. Du coup, là, ça m'a aidé à améliorer les traductions de l'anglais aussi. Oui, il y a eu tout ce travail, effectivement, pour vous. Moi, j'ai fait vraiment un parallèle entre le travail de l'historienne, Céline, où il y a déjà une rigueur. Dès qu'on est étudiant en histoire, dès les années étudiantes, des premières années, on apprend aux étudiants qu'il faut noter toutes ces sources. Que si on cite un extrait d'un livre, il faut noter la page, et puis évidemment les références bibliographiques. Et puis après, dès qu'on commence à faire de la recherche, que ce soit un article de journal ou un fonds d'archives, on note les cotes. Enfin, il y a toute une façon très minutieuse de la part des chercheurs déjà de faire tout ce travail de référencement et de tout ce qui deviendra les fameuses notes de bas de page sur lesquelles s'arracheront les cheveux l'éditeur et le préparateur de copie. Mais voilà, il y a déjà cette rigueur-là et cette recherche des sources. Et finalement, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le travail qu'a fait Fabrice, puisque Fabrice, il est allé vérifier que ses références étaient justes. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que parfois, il vous a dit, mais je ne comprends pas, dans ce fond-là, c'est pas la bonne, la phrase que vous citez, je ne la trouve pas, c'est pas la bonne. Et Céline, vous m'avez dit, c'était pas la bonne année. Ouais, parce qu'en fait, on brasse des milliers de pages d'archives, et moi, j'ai beau être très rigoureux, je fais des tableaux, je note tout, etc. Il y a des moments, je ne sais pas où, mais il y a des moments, il y a des bugs. C'est-à-dire qu'on prend une citation, on croit qu'elle vient de tel endroit. Alors, souvent, c'est pas loin quand même. Là, en l'occurrence, c'est la bonne source, mais c'est pas le bon volume, donc c'est pas la bonne année. Et ça, moi, évidemment, j'ai pas tout revérifié après écriture. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, le contrat scientifique du livre d'histoire, c'est quand même qu'on puisse retrouver le matériau sur lequel vous avez travaillé. Donc, sinon, c'est pas scientifique. Sinon, on fait de l'imagination, voire on déforme les choses. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment bien parce que ça veut dire que derrière, il y a une vérification. Et ouais, en l'occurrence, sur une citation précisément, il y avait une coquille, ouais. Il y avait une grosse coquille. Mais Fabrice, quand vous découvrez le texte, comment vous créez petit à petit votre corpus de sources? Parce que finalement, on se rend bien compte en lisant les commentaires, et Céline s'en est rendu compte, rassurez-vous. On se posait la question quand je vous ai appelé la première fois, je n'avais pas encore eu Céline au téléphone, que vous avez retrouvé une grosse partie des sources, notamment sur le site du Smithsonian Institute, où il y a ce fonds NAF qui a énormément servi à Céline. Alors déjà, chapeau Fabrice, parce que moi, je suis allée sur le site et j'ai toujours pas réussi à trouver un truc numérisé. Hein. J'ai trouvé des listes, des machins, mais alors donc déjà, bon voilà. Alors après, j'ai pas lu le mode d'emploi, c'est peut-être de ma faute, mais quand même, je me suis dit, ah ouais, non, mais moi, j'y arrive pas. Lui, il est allé chercher ses sources. Vous avez recherché les articles de journaux d'époque numérisés en ligne. Voilà comment on retrouve ces sources petit à petit. Alors, j'imagine que avec l'expérience, Armelle le disait au début, ces rencontres, c'est aussi dans un cadre de formation et on fait parler les pairs. Et effectivement, Fabrice a beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc j'imagine qu'il y a un moment, on s'est aussi
ou aller chercher aujourd'hui, et qu'Internet a beaucoup changé les choses d'ailleurs, ou aller chercher aujourd'hui des articles numérisés, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sources qu'on trouve, j'allais dire, un peu tard dans la correction et qui nous obligent à faire des allers-retours, à remonter en amont dans le texte? Enfin, comment il s'établit ce corpus de sources dans lesquelles vous allez vérifier finalement la moindre information contenue dans le texte? Ça se fait au fur et à mesure, parce que quand dans une citation, par exemple, il y a une phrase qui me paraît étrange, souvent je la tape dans Google, tout simplement, entre guillemets, et puis c'est là parfois qu'il va me trouver la source. Et partant de cette source-là, je vais pouvoir, s'il y a d'autres citations plus loin, je vais pouvoir m'y référer. Sinon, évidemment, parfois on trouve des références dans d'autres livres. Donc là, encore, Google, hein, il est assez omniprésent dans mon travail et je l'utilise même tellement que souvent il me demande « N'êtes-vous pas un robot ?» À force de vérifier les titres, plusieurs fois par jour, je dois cocher la case « Je ne suis pas un robot ». Bref. Et oui, parce que par exemple, pour les références bibliographiques, donc, on peut trouver les références dans des catalogues en ligne, ou parfois dans des ouvrages qui sont dans Google Books ou ailleurs, où on voit les références et on les trouve comme ça, ce qui permet de comparer des choses. On peut trouver les articles dans des sites comme Percé, JSTOR, Cairn, Open Edition ou Open Edition, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Pour les noms, évidemment, j'essaye d'avoir plus d'une source. Donc, souvent, on les trouve dans Wikipédia, mais j'aime bien quand je retrouve le mot dans Universalis ou Larousse ou dans un ouvrage spécialisé ailleurs. Si je trouve une bizarrerie dans un nom, dans un texte, avant de le corriger, je vérifie quand même, j'essaye d'avoir plusieurs sources. Pour les dates aussi, hein, vous me disiez que pour les dates, vous essayez d'avoir moins de sources. Voilà. Et moi, j'ai une question à poser à Fabrice, du coup, parce que depuis le temps que vous faites ça, bon, il y a une habitude, c'est-à-dire c'est un peu toujours au même endroit, je pense que les auteurs font des fautes. Est-ce qu'il y a un aspect psychologique dans le boulot? C'est-à-dire, au fur et à mesure de la lecture, vous vous rendez compte que tel auteur a tendance à négliger telle chose et pas du tout une autre. Ça peut arriver, oui. Par exemple, moi, je suis un peu maniaque des majuscules, donc je pense qu'il n'y avait pas trop de fautes sur les majuscules, mais il peut y en avoir beaucoup ailleurs. Enfin, donc, il y a un peu cet aspect-là aussi, non? Oui, chaque auteur a ses petites marottes ou ses petites fautes préférées. Ouais, c'est ça. Mais alors, disons qu'en général, chez Anna Mosa, c'est quand même des textes très bien écrits, très bien structurés. Je suppose que Chloé fait aussi un travail avant de mise en forme, je ne sais pas, mais enfin, c'est... Oui. Ce qui est aussi très impressionnant chez Anna Mosa, c'est le nombre de notes de bas de page. Je dois dire que là, je souffre un peu. Mais bon, c'est la qualité. Oui. Justement, en fait, sur les notes de bas de page, ça, c'est un point d'édition. Pas mal d'éditeurs prennent le parti maintenant, pour gagner de la place, de mettre les notes en fin d'ouvrage, quels que soient les types d'ouvrages. Gagner de la place, oui, parce qu'une note de bas de page, ça prend un peu de blanc qui n'est pas utilisé par le texte, alors que si on les fait toutes couler à la fin, ça peut-être qu'on gagne, je ne sais pas combien de pages il gagne. C'est un argument qui est avancé aussi, et que les notes de bas de page, ça impressionne les lecteurs. Et en fait, justement, je ne crois pas. Et pour la maison, j'ai vraiment, ça c'est choisi, si on veut aussi travailler en confiance avec nos auteurs et nos autrices, et aussi affirmer que justement c'est un travail scientifique, que en fait le lecteur ou la lectrice, s'il veut, il peut aussi
aller voir tel fond. Donc c'est vrai qu'on on les laisse en bas de page, et en fait c'est au lecteur ou à la lectrice, une fois que c'est un livre, de choisir s'il s'y réfère ou pas. Disons que oui, c'est en revanche, sauf exception, ça, j'essaye de travailler en amont avec les auteurs ou les autrices sur le fait que ce ne soit pas des notes qui servent de deuxième développement, de paratexte en fait. Donc on est plutôt dans la référence, et où justement peut-être détailler, je me souviens plus ce qu'on a fait là sur certains de termes techniques, là pour le coup, pour ne pas hacher la lecture avec une incise qui dirait mais ça, j'essaye en accord avec les auteurs, que les notes en revanche ne servent pas à recréer un paragraphe hors texte courant. Et puis après, les mettre en fin d'ouvrage, tendance à penser que c'est les sacrifier. Enfin, Oui. en fin d'ouvrage, moi, je les lis pas, alors que dans le corps de l'ouvrage, voilà. Oui. Deux choses, Fabrice. On va parler, enfin Fabrice et Céline, on va parler des noms propres. Alors vous disiez que les noms, vous vérifiez, machin, mais là vous parliez des noms de personnages connus. Mais là, on a parlé de migration à hauteur d'hommes et de femmes, de tout un chacun, à la fin du 19e et au début du 20e, de ces anonymes, en fait, que Céline rend moins anonymes en parlant d'eux. Et là, Céline le dit dès le début, selon les documents, le même homme ou la même femme n'ont pas toujours le même nom. Enfin, la graphie change, alors parce que quand ils arrivent aux États-Unis, le responsable à Ellis Island simplifie sur la fiche la façon d'orthographier le nom. Eux-mêmes finissent par simplifier d'eux-mêmes. Il y a évidemment des fautes dans la compréhension du nom. Et donc, déjà, ça, j'imagine que pour Céline, dès le départ, ça a été un truc à s'arracher les cheveux, parce que d'être sûr qu'on parle bien du même ou de la même, alors que ce n'est pas la même graphie, ça doit pas être, enfin, en même temps, c'est tout la saveur du métier d'historienne. Mais pour vous, Fabrice, derrière, comment on s'en sort avec ça? Et là, effectivement, j'imagine que vous allez me parler de l'importance du fait qu'il y ait une partie de ce fameux fond qui a été numérisé, et d'aller rechercher finalement dans les sources en anglais les différentes graphies. Je ne sais pas lequel des deux veut intervenir entre Céline et Fabrice sur ces histoires de noms propres. Je peux peut-être d'abord préciser un tout petit peu ce que vous venez de dire. D'abord, en ligne, il n'y a pas le fond NAF. C'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvé. Non, mais c'est les interviews d'Alexia. Non. Pas. Il y a des photos et il y a le catalogue, l'inventaire. Donc, Fabrice, il est allé chercher dans l'inventaire et dans les noms qui ont été mis par les archivistes sur les archives papier d'Alixanaf. Dans la liste? Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a 3 problèmes avec les noms. Il y a un problème classique en histoire, ça, on l'a tous, c'est-à-dire qu'un document d'histoire n'est pas un document lui-même exact et exempt de fautes. Hein. Donc, il arrive qu'il y ait une variation dans les noms d'un document à l'autre. En plus, plus on travaille sur des périodes anciennes, moins les noms de famille sont fixés. Donc, si vous travaillez sur le XVIIe ou le XVIIIe siècle, ou même avant, bien sûr, tout le monde va vous dire, bah oui, un même nom de famille, il a je ne sais pas combien de variantes. Nos noms de famille se sont en réalité fixés très tard dans l'état civil. Donc déjà, il y a ça c'est propre au travail. En histoire, on a l'habitude. Bon. Il y a un deuxième point, c'est qu'ici, il y a beaucoup de noms parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je voulais que ces personnes, elles retrouvent la vie dans mon livre, mais c'est des personnes qui ont des noms arabes à la base. Donc il y a un problème de translittération entre l'arabe et le français, puis l'anglais.
Parce que le troisième problème, comme vous l'avez dit très justement, c'est la migration. C'est-à-dire que quand on est dans un processus migratoire, souvent on a un nom qui évolue. Donc tout ça mis bout à bout, c'est quand même assez compliqué. Donc en fait, c'est pour ça que dès la deuxième note de bas de page, moi je règle le problème en disant que moi je cite le nom tel que je le trouve dans les archives. Mais si j'en trouve deux versions différentes, et ça n'a pas été que le cas pour les noms arabes, ça a été aussi le cas sur un nom italien avec Chloé, on s'est posé la question. Bah, on a choisi une orthographe en fait, hein, une manière d'orthographier le nom. Et sinon, en fait, il faut assumer le fait que oui, on va citer le nom tel qu'il apparaît dans les sources, qui est très certainement pas le nom à la base. Voilà. Et enfin, dernière très courte remarque, il y a des cas sur lesquels, franchement, j'ai jamais réussi, je ne sais pas. Fabrice m'a dit, est-ce que vous pensez que c'est la même personne que... Ouais. Et je ne peux pas savoir, en fait. C'est-à-dire, oui, c'est possible, mais c'est possible que ce soit un homonyme. Je n'ai pas les moyens archivistiques de l'affirmer, quoi. Voilà. Mais en fait, Fabrice a mis le doigt sur les choses où vous n'aviez pas les réponses. Ouais. Bon, désolé. Et Fabrice fait ça au début, sur les premiers noms de famille sur lesquels vous êtes tombé, donc de tout un chacun du 19e, quoi, où effectivement, là, on se dit, on ne va pas les trouver sur Wikipédia, on ne va pas les trouver. Est-ce qu'il y a un moment de flottement en vous disant, bon, comment je les vérifie, moi, ces graphies de noms propres? Bah, je lance une bouteille à la mer chez Google et parfois, il va me trouver le nom dans des endroits plus ou moins inattendus, parfois dans un article de journal ou un autre livre, ou alors il me renvoie, comme par magie, au catalogue du fonds NAF, où là j'avais tous les noms, et parfois, à l'intérieur même du catalogue, il pouvait y avoir des petits problèmes. Et je ne sais plus, à un moment, je suis allé donc sur le site où il y a des interviews numérisées, parce que je ne sais plus pour quel problème. J'avais un doute sur la graphie d'un nom, et j'ai tenté le coup, je suis allé voir s'il y avait les interviews, et j'ai trouvé un certain nombre d'interviews numérisées, où j'ai été voir avec l'écriture manuscrite anglaise, enfin américaine, de la dame, qui n'était pas très lisible d'ailleurs. Non, donc j'ai peut-être posé une question, voilà. Moi, c'est ça que j'ai cherché ce matin, les interviews numérisées. Alors, c'est des photos de ce qu'elle écrit, mais c'est ça que je n'ai pas trouvé. Mais oui, effectivement, il y a un moment dans vos remarques où vous dites c'est vrai que la première lettre n'est pas très lisible. J'ai retrouvé le document et bon, alors autant le Y et le A sont inversés un peu plus loin, je ne sais plus sur quel nom, ça c'est sûr. Sur la première lettre, pour le coup, il faut reconnaître qu'elle n'est pas lisible. Mais ça, c'est terrible, hein. Moi, il y a un commissaire de police marseillais, même dans les archives écrites par des Français au 19e, qui a une écriture quand même relativement, enfin, quand on a l'habitude, relativement lisible. Impossible de comprendre ce qu'il y avait écrit. C'est-à-dire, le mot, je l'avais 20 fois, 30 fois sur différentes photos d'archives, je n'y arrivais pas. Et j'ai fini en fait par faire autrement. C'est-à-dire, j'ai pris la liste de tous les commissaires, j'ai bien regardé tous les noms, et à un moment, ça a fait tilt. Je me suis dit, bah oui, c'est ce nom-là. Mais en fait, tel que je le lisais, je faisais une erreur. Et sur l'écriture d'Alix Hanaff, c'est pareil. C'est-à-dire, au bout d'un moment, à force de lire son écriture, moi, je vois un peu comment elle écrit. Donc, j'ai plus de facilité à lire son écriture. C'est sûr que si on n'a qu'un document, c'est plus difficile. Sachant que les Anglais n'écrivent pas comme nous, hein. Enfin, Oui. Il y a une grosse différence dans la manière d'écrire. Fabrice, il y a Clémentine qui pose une question qui me semble très juste et puis que je vais compléter sur un point précis, qui demande à quel point vous vous acharnez à vérifier une info. Est-ce que ça vous arrive de laisser tomber si vous ne trouvez pas? Dans ce cas-là, est-ce que vous signalez? Or, il me je semble peux que m'acharner longtemps. Je peux m'acharner longtemps. Mais parfois, oui, je suis obligé de déclarer forfait. Mais dans ce cas-là, si j'ai un doute sur la chose, je le signale à l'auteur en disant je n'ai pas pu vérifier cela. Parce que là, évidemment, dans toutes les archives de Marseille, je ne suis pas descendu à Marseille pour aller toutes les voir. Donc, s'il y avait une bizarrerie dans la phrase, comme c'est des archives, évidemment, ça peut être des bizarreries d'origine, mais parfois, ça peut être aussi une coquille introduite par inadvertance. Donc, je signale, est-ce bien la bonne graphie? Voilà, faut-il mettre sic ou corriger? Oui,
vous m'avez dit que pour l'histoire locale, en tout cas marseillaise, puisque Céline est là-bas, vous aviez fait confiance à l'autrice, mais aussi parce que vous aviez repéré la rigueur qui était derrière ce Oui. travail et qu'il y a aussi un moment où faut accepter de lâcher, c'est ça, ou de faire confiance. Après, je dirais que d'un point de vue plus général, comme l'histoire est une science qui est en permanence en train de se faire, bon, il y a peut-être des erreurs. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, je vais m'en rendre compte, ou quelqu'un d'autre va s'en rendre compte et qu'il les corrigera dans un prochain livre. C'est pas non plus, Oui. comment dire, on n'a pas prétention à écrire une information définitive. On essaye qu'elle soit la plus parfaite et la meilleure possible, mais il faut accepter que voilà, c'est un work in progress. On est plusieurs à travailler sur des sujets. Donc, Parce que moi, mon but, quand je corrige aussi, c'est que le lecteur ait confiance en l'auteur, oui. qu'il ne se sente pas trahi. Donc, j'essaie toujours d'assurer ses arrières. Voilà. On a perdu Sophie. Je pense qu'elle va revenir. Ouais. Ah non. Ah si. Si, je suis revenue. Oula, c'était bizarre. Mais j'ai vu, c'est très bizarre, c'est que je me vois en bas, je bouge, et à l'écran, je suis figée. Donc, voilà. J'ai débordé un petit peu par rapport au temps que j'avais prévu, mais comme finalement, j'ai posé des questions du public au fur et à mesure, mais ne vous inquiétez pas, on va y passer. J'en ai encore quelques-unes sous le coude dans le fil. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Là, c'est à Chloé que je voudrais poser la question. Chloé, vous avez employé beaucoup le mot de confiance, mais il y a aussi ce que vous attendez, vous, d'un préparateur de copie. Quel degré d'intervention vous attendez d'un préparateur de copie, et surtout, comment vous lui expliquez ce que vous attendez de lui? Alors, mon souci, c'est que Fabrice, je lui explique plus. En fait, oui. Donc moi, j'ai longtemps travaillé chez Autrement, où je travaillais aussi sur les ouvrages, beaucoup, la collection d'histoires, des ouvrages illustrés. Alors, on avait une organisation un peu différente. C'était une maison plus installée, plus grande que celle qui est celle d'Anna Mosa, où c'est beaucoup plus réduit, où c'est justement, il y avait une chef de fabrication, Bernadette Mercier, moi qui m'a appris énormément de choses, et bon, à chaque fois j'ai envie de lui rendre hommage parce que malheureusement elle n'est plus, et qui en fait, et c'est un métier là aussi qui est très peu connu, enfin, c'est elle qui recrutait les correcteurs et les préparateurs de copies, et qui gérait nos plannings. Et quand le retour de prépa de copie arrivait, elle nous les renvoyait à nous, éditeurs. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, à la fois moi, en tant qu'éditrice, dans je sais pas, dans l'intervention que j'ai repérée chez Fabrice, après ce que je faisais passer aux auteurs, il y avait une vraie, oui, confiance et compréhension qui s'installait, parce que sauf exception, puis sauf, alors c'est pas le cas chez Anna Mosa, parce que je pense que c'est des choix qu'on fait avant, de choisir vraiment des écritures, des gens et des voix. C'est vrai que chaque auteur et chaque autrice a aussi son style. Enfin, donc ça, c'est des choses. J'ai pu intervenir plus avant chez Autrement, parce que j'étais pas forcément à l'origine de tous les projets, parce que il y avait peut-être aussi on grandit et on mûrit aussi avec les auteurs et les autrices. Enfin, moi, voilà, j'ai aussi créé cette maison, finalement, en m'entourant d'auteurs et d'autrices qui sont à peu près de ma génération. Enfin, c'est voilà, donc il y en a des plus jeunes et il y en a des plus vieux aussi. Mais ce que je voulais dire sur donc
c'est de rendre visible, je dirais, rendre visible des reformulations. Ça, parce que j'ai besoin, moi, de les voir, et il y a des problèmes, je ne sais pas, de syntaxe que moi, j'aurais pas vu, que peut signaler Fabrice, et je me dis, bah oui, ça c'est évident. Donc j'enlève le rouge, je le soumets même pas à Céline sur certaines choses. C'est vrai que oui, ce que je dirais, c'est plutôt, bah oui, euh, alors, ne pas rendre visible, évidemment, chaque espace insécable qui aurait pu sauter ou exposant, mais tout ce qui est effectivement du fond et qui, question de vérification de source. Je parlais des marques de correction tout à l'heure. Les marques de correction, c'est pour des grosses interventions, pour des suggestions de modification de phrases, d'éclaircissement, etc. Sinon, pour tout ce qui est correction typo de base, orthographique de base, grammaticale de base, ça, que Fabrice corrige et il n'a pas besoin de faire apparaître les marques de correction. Ouais. Et donc, c'est vraiment, c'est effectivement, non. Et c'est vrai que, parce que je n'ai pas eu cette expérience, moi, en tant qu'éditrice, même avant, mais je pense que, j'ai entendu X fois des histoires aussi de textes qui avaient... Parce que le préparateur ou la préparatrice de copie, sans doute, n'avait pas eu de direction ou avait pu reformuler un texte et que cela ne ressemblait plus beaucoup à ce que l'auteur... donc, après, la confiance, je suis désolée, je réemploie ce mot, ça compte énormément parce que je sais que si j'ai... C'est aussi ça, quand j'ai laissé peut-être passer quelque chose, je le dis à Fabrice, parfois il m'arrive, je pense quand c'est en cours de prépa, de lui dire, je sais, il faudrait peut-être aussi faire attention à, je ne sais, là j'ai plus d'exemples précis en tête. C'est extrêmement précieux. On l'a compris, et puis il va falloir que je passe aux questions il y en a plein qui apparaissent et qui sont vachement bien, donc il va falloir… quand Fabrice vous rend son texte préparé, corrigé, en fait, vous ne l'envoyez pas tel quel à Céline, vous déjà, vous tranchez sur certaines choses, histoire de soulager aussi l'auteur à l'étape d'après. Oui, parce que, en fait, souvent aussi, la prépa de copie, elle arrive un peu avant la composition, un moment où le rythme est censé s'accélérer. Donc, oui, je tranche sur des choses. Oui, des corrections dans la bibliographie, par exemple. Donc là, j'enlève le rouge en gras et je le mets en noir. Et puis, le reste, je l'envoie à Céline en lui disant que là, parce qu'après, l'auteur aura aussi la relecture sur les épreuves, que là, sauf si elle a envie, il s'agit vraiment de balayer là où le rouge est présent. Et voilà. Alors, quelqu'un demande la différence entre préparateur de copie et correcteur. En tout cas, quelle différence vous en faites, Chloé? Je vais peut-être répondre très rapidement. Vous me dites si je me trompe, parce que 2 ans que je bosse avec la CLF, donc j'aimerais bien être sûre d'avoir compris. Le préparateur de copie, on l'a compris, c'est le premier relecteur après le travail entre éditeurs et qui là vérifie tout, le fond, la forme. Et le correcteur, il corrige sur épreuve vraiment au dernier moment pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'introduction de dernière coquille dans tous ces allers-retours de travail et de correction. Et c'est vraiment l'ultime correction. Et souvent, d'ailleurs,
dans certaines maisons, les préparateurs de copies laissent une espèce de mode d'emploi au correcteur pour dire, par exemple, ces itals-là, on les a laissés exprès, la présentation de la biblio, on l'a mise comme ça parce que c'est le truc de la maison, enfin, une espèce de petit guide pour que le correcteur recorrige pas des trucs qui sont validés, qui sont à laisser tels quels. Voilà, je crois que j'ai à peu près, ça va, et Fabrice et Chloé, vous validez cette… J'ai une question très très pratique pour Fabrice. Clémentine demande comment on fait apparaître que certaines marques de correction, parce que c'est quand même très chronophage d'activer et de désactiver le mode suivi des modifications. Oui, mais disons qu'avec Anamosa, on n'utilise pas le mode suivi de modification, à vrai dire. On met en rouge et gras les commentaires. Enfin, maintenant, les commentaires, je les mets en mode commentaire quand même, mais parfois, je les mets dans le texte. Donc, c'est pour ça que je mets en rouge que ce qui a besoin d'être mis en rouge. Mais sinon, j'ai un raccourci clavier, parce qu'avec un autre éditeur, j'utilise ça. Donc, je mets le mode modification en marche seulement si j'estime qu'il y a besoin de le faire apparaître pour l'auteur ou l'éditeur. Là, pour le coup, c'est moi qui avais donné une mauvaise info au début. Voilà. Alors évidemment, là, Chloé, on va arriver au truc qui fâche. Il y a beaucoup de questions pour savoir si le correcteur et le préparateur de copie sont des personnes différentes chez Anamosa. Y a-t-il un deuxième correcteur qui intervient après Fabrice? Alors, j'ai des questions qui fâchent parce que je connais la réponse. Hein. Voilà. Comme je le disais, donc j'ai été à l'école autrement, et qui était une maison installée où donc il y avait une prépa de copie, et il y avait même à un moment donné au début, après, une fois que ça a été racheté par Flammarion, donc il y avait un autre correcteur sur les premières épreuves et parfois un second correcteur sur les secondes. C'est dire combien, enfin justement, il y avait une attention portée au texte. Alors, quand j'ai créé la maison d'édition, que j'ai commencé aussi à faire mes comptes d'exploitation, et aussi à savoir ce que je pouvais faire et sur qui je pouvais m'appuyer. En fait, pour ces gros livres, j'ai pris le parti justement de me dire, j'essaye de ne pas être une trop mauvaise éditrice. Je travaille avec un bon préparateur de copie. Et sur la partie épreuve, malheureusement, je n'ai pas les moyens dans l'économie de nos livres de faire appel à un autre correcteur. Donc, en fait, alors, je considère que c'est moi qui le fais, en fait. Peut-être que après, entre le moment où la prépa est revenue, entre le moment où moi j'ai envoyé en prépa, où j'ai regardé la prépa comme l'auteur, en veillant aux remarques, que c'est composé, il s'est écoulé aussi du temps entre la dernière lecture du texte et celle que je fais moi sur épreuve. Donc, j'ai un œil plus neuf, puis c'est pas pareil, une fois que c'est composé, on ne voit pas les mêmes choses. C'est évident qu'un autre œil pourrait encore être utile. On veille beaucoup à la qualité des textes. Enfin bon, je fais quand même plusieurs lectures, mais là, moi, mon équation économique dans la maison ne me le permet pas, aussi sur des textes de cette taille-là. Voilà. Voilà, c'est la question qui fâche. Il y a pas mal de questions sur votre statut, Fabrice. Est-ce que vous avez un statut d'indépendant? Et puis alors on me demande la rémunération de Fabrice. Alors je ne sais pas si c'est sur ce texte-là et si vous avez envie d'en parler, ou en général. Et puis d'ailleurs, enfin moi là je vais allonger la question. Les rémunérations, j'imagine, sont différentes selon les maisons, mais aussi peut-être selon la difficulté des textes et son objet à négociation. Alors, mon statut, je suis pour l'instant une sorte de portage salarial chez une entreprise qui s'appelle Smart, enfin une coopérative qui s'appelle Smart.
Mais il va falloir que je change bientôt parce qu'ils vont modifier des choses. Pour ce qui est de la rémunération, c'est au forfait, au temps de nombre de signes. Donc chez Anamosa, c'est 21 € les 8000 signes. Voilà. Chez d'autres, je tourne à 22 € aux 10 000 ou aux 12 000. Il arrive parfois, si je tombe sur un texte où il y a vraiment beaucoup plus de travail que prévu, que je dise j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu. Et là, pour l'instant, on m'a toujours accordé le nombre d'heures que j'avais travaillé. Voilà, mais toujours sur ce tarif, tant d'euros pour tant de signes. On le voit vite qu'un texte va demander plus d'heures que que la rémunération qui nous a été proposée au départ. Généralement, ça se voit assez vite, mais en même temps, j'ai remarqué que c'est toujours plus lent au début, parce qu'il faut se mettre dans le style de l'auteur, il faut voir les particularités, et parfois ça s'accélère au bout d'un moment, mais il y a certains textes où ça ne s'accélère pas du tout, et ça a un peu tendance à ralentir même. Voilà, quand il y a beaucoup de réécriture ou des traductions qui nécessitent de corriger une phrase sur deux, ou ça c'est arrivé. Enfin, pas chez Anamosa, mais oui. Il y a un mail qui pose la question de votre histoire de rouge-gras. C'est avoir par l'éditrice ou ça veut dire que c'est corrigé? C'est les deux. C'est-à-dire que si je reformule, soit je reformule directement en rouge-gras, soit je mets entre crochets en rouge-gras derrière, soit je mets 2 crochets si c'est une question. Parfois, je le mets en commentaire à côté. Enfin bon, c'est pas toujours très cohérent en fait. Donc l'important, c'est que les choses soient visibles. Voilà. Oui. Chloé a toujours fait courroie de transmission entre vous, Fabrice et Céline. Je crois que vous n'êtes j'ai jamais eu en direct. Hein. Voilà. Céline, Donc, j'ai jamais parlé à des auteurs, en fait. Sauf une fois chez Anamosa, chez Autrement, où j'avais été en contact avec la traductrice pour un super roman qui s'appelait Le rabbin congelé, je crois. Où là, il y avait des questions de yiddish et de choses comme ça. Donc, et en plus, ce qui était formidable, c'est que c'était donc un livre américain qui avait été publié et il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un personnage qui changeait de nom. Mais ce n'était pas voulu. L'auteur avait oublié qu'il avait changé de nom de personnage. Donc je ne sais pas, le correcteur américain n'avait pas vu, mais bon, voilà. Ouais, non, en fait, moi j'ai répondu pas mal aux commentaires de Fabrice en mode commentaire, mais ça passait systématiquement par Chloé, effectivement. Et je crois que Fabrice n'a pas vu les réponses, en fait. Non. Voilà, vas-y. Mais après, je crois, parce qu'en général, c'est des commentaires oh merci, où je me souviens, là, c'est l'exemple, voilà, ou de choix, et du coup, moi, je tranche, ça me permet. Des fois, je fais même des petites blagues quand je réponds aux commentaires. Bon, alors, et j'essaye autant que possible de penser quand on est dans ces phases-là, ou quand on a envoyé un petit mot à Fabrice pour le remercier aussi, parce qu'il y a notamment, c'était Christophe Granger sur Joseph Cabris, là aussi c'était une histoire de traduction, où c'était un texte anglais dans lequel il y avait le mot musket, il avait traduit en mousquet, en se disant, voilà. Et Fabrice a très justement signalé que ça ne pouvait pas être mousquet en français parce que à l'époque où on se situait, il y avait sans doute les mousquets il n'y en avait plus. Et ça, je sais que oui, c'était... Christophe était ravi, oh la grosse boulette. On a évité grâce à Fabrice. Il y a Maëva, puis on va peut-être finir là-dessus, on n'a presque pas débordé, je me trouve très sage. Il y a Maëva qui vous demande, Fabrice, comment avez-vous cette confiance pour demander la différence entre signe défini et temps passé, quand ça déborde, et est-ce que vous ne vous demandez pas si c'est vous qui avez pris trop de temps? Souvent, je prends plus de temps que ce que je facture
en réalité. Mais bon, il y a une petite marge, quoi. Et si vraiment j'ai passé 30 heures de plus que ce qui était prévu, là, je me dis que c'est pas de ma faute. C'est par exemple, quand c'est une révision de traduction et qu'il y a vraiment beaucoup de réécriture, bah là, je vois que c'est pas moi qui ai passé trop de temps. Mais si c'est j'ai passé 3 heures à chercher une information, bon, bah là, je me dis, oui, bon, bah c'est moi qui suis peut-être pas allé assez vite ou je Je me pinaille suis un trop petit peu. acharnée. Voilà. Donc là, non, je vais pas. Donc c'est vraiment quand c'est des grands dépassements. Mais je m'accorde toujours une petite marge pour dire, bon, bah oui, je sais que je pinaille un peu et voilà. Alors vos camarades correcteurs et préparateurs et tristes disent qu'en portage salarial, les charges sont énormes et que vous devez gagner à peine le SMIC. Oui, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je vais sans doute changer de statut. Est-ce qu'il y a une dernière question, Armelle? Parce que Armelle, alors sur les charges et tout ça, elle est au top, elle répond. Voilà, on sent les professionnels et qui n'ont pas monté l'association par hasard. Cléa demande si on a parlé des corrections faites sur papier à l'aide des signes conventionnels. Bah là, il n'y en a pas puisque tout se fait dans Word. Hein. Voilà, et je crois que ça se fait de moins en moins. Ah ben si, parce que sur les épreuves, par exemple, alors pour le coup, moi pour la relecture sur épreuve, à la fois d'ailleurs j'envoie un jeu à l'auteur ou à l'autrice et je me les imprime moi. Alors les auteurs ont aussi le PDF, souvent on voit leurs corrections sur le PDF mais moi j'ai besoin pour cette étape-là de me les noter sur papier et je scanne pour mon compositeur. D'accord. Donc c'est lui qui rentre les corrections? Ouais. Ok. Oui, parce que alors ça c'est peut-être aussi pour le coup une particularité. Là aussi pour essayer de faire bien ce que je sais faire, je me suis pas lancée. Il y a aussi d'autres éditeurs qui composent eux-mêmes. Ça, je peux pas. Je préfère justement là avoir l'œil sur le texte une fois qu'il est Oui. composé. Oui, quand tu dis composer, c'est rentrer le texte dans la maquette. Voilà. Oui. Là, je travaille avec une petite boîte de composition qui est en Normandie aussi et qui sont très très bien. Et donc là, c'est les allers-retours. Après, c'est moi qui pointe l'intégration première, seconde, et après, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ben, super. Fabrice, Armelle est en scope, si vous voulez changer, elle vous conseillera. Oui, donc un exposant qui devrait être en exposant. S'il n'y a pas de correcteur sur les profs, c'est Chloé qui le repère, oui. Combien de jeux d'épreuves sur ce texte avant le BAT? Au moins 3, mais Ouais. Moi j'en ai eu 3, je crois. Oui. Parce que du coup, là aussi, c'est... après, il y a certains éditeurs, au bout d'un moment, ils veulent plus envoyer aux auteurs, mais ça dépend des profils parce que ils se disent il va encore y avoir des changements. Mais bon, là, on est en confiance. Enfin, voilà, c'est puis au contraire, c'est aller au bout des choses ensemble. Il y a un gros écho. Hein. Oui, il y a un gros écho. Je ne sais pas qui a son micro ouvert dans le public, parce qu'il me semble que quand on était que tous les 4, il n'y avait pas. Ouais. Bon, on nous remercie déjà, parce que ça y est, il y a des gens qui doivent partir. Effectivement, on a débordé de 10 minutes. Je trouve ça pas mal. Je ne l'ai pas dit, mais le livre sort après-demain, le 22 septembre, et ce sera un très beau cadeau d'anniversaire pour Céline, car je crois que c'est le jour de son anniversaire. Très bon anniversaire à 48 heures d'avance, Céline. Mais voilà, un bien beau bébé et un bien beau cadeau d'anniversaire, et un cadeau collectif qu'ont permis
qu'on fait naître à la fois vos recherches, Chloé et puis Fabrice, 3 talents conjugués, et puis évidemment les graphistes, enfin toute la chaîne du livre. Un grand merci évidemment à Fontaine au livre et la CLF. Chloé, je crois que tu veux dire un mot, tu as levé la main, je vais te donner la parole tout de suite. Un grand merci, je crois qu'on était effectivement pas loin de 80 à un moment ce soir, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous de Convergence, ce sera le 19 octobre. Vous trouverez toutes les infos sur la page Facebook et autres pages de la CLF et de Fontaine au livre. Un immense merci à vous 3, Céline Renard, Fabrice Aymon, ça y est, et Chloé Pathé, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu tenir 1h30 de plus. Chloé, tu veux le mot de la fin? Non, je voulais dire 2 choses sur la question des noms propres. Justement, il y a un très beau texte de la rentrée littéraire qui s'appelle Tenir sa langue de Paulina Panasenko. Je recommande à tout, enfin en fait, qui est très très beau justement sur la question du nom et du nom qui évolue. Et puis aussi remercier l'initiative vraiment de la CLF et de Fontaine-Olive. C'est rare qu'on soit en interprofession sur l'amont, sur l'aval un peu plus, et ça fait plaisir, oui. Fabrice, Céline. Merci pour l'invitation et puis merci de m'avoir permis de voir Chloé et Céline. Ouais, merci beaucoup. C'était passionnant quand on s'intéresse à le passage un petit texte qu'on écrit chez soi, un livre qui sort, c'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et ben voilà, vous avez plein de merci de la part des gens du public. Je crois que tout le monde est ravi. Voilà. Moi, j'ai dit les merci au début, donc je vais pas. Voilà, mais ouais, merci du temps que vous m'avez consacré tous les 3. C'est toujours absolument passionnant. Merci Gaëlle, tu es un ange. Merci Gaëlle. Voilà, qui me remercie moi. Voilà, on va peut-être couper là, on va se dire au revoir, c'est très triste. Mais j'ai mon mari derrière la porte qui gratte, donc il fait pas qu'on laisse le rentrer, qu'on a vu partir avant que ça commence, qu'il peut falloir que je fasse rentrer. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. C'est le moment horrible, on n'arrive pas à couper. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bon lancement, vous lancez où le livre jeudi soir? À l'atelier? Voilà, oui, à l'atelier dans le 20e au métro Jourdain, à 20h. Normalement, en plus, ça sera intéressant. C'est aussi un autre exemple de dialogue en échange avec l'historienne Delphine Diaz. Voilà. Donc, Ouais. voilà. Et longue vie à ce livre. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.